parole. Monsieur, je crois que c'est d'abord vous, Monsieur Marcangeli. Merci, Monsieur le Président. Bon, cet article, initialement, il avait quelques dispositions d'ordre assez général concernant la collectivité territoriale de Corse, mais il a été enrichi par un amendement, des amendements conséquents déposés par le gouvernement, et notamment portant sur la création d'une collectivité unique, à savoir regroupant les services de l'actuelle collectivité territoriale de Corse et des conseils généraux de Haute-Corse et de Corse du Sud. Cela fait suite à des débats qui ont eu lieu à l'Assemblée de Corse, des votes de manière assez unanime qui sont venus acter ce type de proposition. Mais je tiens à dire aujourd'hui une chose. Je demeure favorable à 100% à la création d'une collectivité unique en Corse, regroupant l'ensemble des compétences des départements et de la collectivité, comme cela a été décidé par l'Assemblée avec des votes qui dépassent largement les clivages politiques. Cela étant dit, la méthode qui est employée aujourd'hui, je tiens à le dire, est un recul. Pourquoi ? À chaque fois que nous avons eu à avoir un débat institutionnel concernant la Corse, 1982, 1991, 2002, nous sommes passés par des lois spécifiques qui ont fait l'objet de discussions complètes. Aujourd'hui, vous nous parlez d'ordonnances pour pouvoir aller ensuite sur des détails. Ce ne sont pas des ordonnances qui devraient être employées pour pouvoir parler de sujets aussi lourds. Il y a un calendrier qui est aussi dans le cadre de cet amendement qui me paraît, je le dis très clairement, très difficile à tenir. Prévoyez la fusion sur un laps de temps très court. Je trouve cela très difficile à réaliser, à savoir la date de 2018, janvier 2018, fusion département, collectivité territoriale de Corse, droits et obligations, personnel. Je crois véritablement que cela sera extrêmement compliqué à réaliser. Et puis surtout, vous faites l'impasse sur un certain nombre de demandes qui ont été faites par l'Assemblée de Corse. Une révision constitutionnelle. Nous y sommes favorables. Je le dis très clairement, inscription de la Corse dans la Constitution à un article 72, alinéa 5. Nous demandons. C'est l'Assemblée de Corse qui est présidée par une majorité qui est proche de la vôtre, qui l'a demandé, et c'est un vote qui a été, à l'unanimité presque, ratifié. Deuxième chose, on a aussi parlé de la nécessité de faire une loi spécifique. Ça a été une demande de l'Assemblée de Corse. Vous semblez le balayer aujourd'hui d'un revers de main. Et autre chose, demande unanime de l'Assemblée de Corse, mesdames et messieurs, c'est un référendum. Un référendum, puisqu'en 2003, je vous le rappelle, les gens ont été convoqués pour pouvoir dire si oui ou non ils acceptaient le principe d'une collectivité unique. Aujourd'hui, vous passez par la voie d'un amendement, même pas par la voie d'une loi, c'est un recul immense. Et je fais aujourd'hui écho à une demande unanime de l'Assemblée de Corse, un référendum qui devrait venir répondre à la question « Souhaitez-vous ou non la création d'une collectivité unique ?» Je crois vraiment qu'on est sur la bonne voie. La voie de la collectivité unique est une bonne voie selon moi, mais la méthode qui est employée aujourd'hui par le gouvernement ne me semble pas correspondre à ce qui est bon pour la démocratie locale et ce qui est bon par rapport aux demandes qui ont été formulées par l'Assemblée de Corse à de très larges majorités, voire parfois à de l'unanimité. Merci. Monsieur De Roccassera. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, je vais être en partie redondant, mais vous dire que, vous le savez, lorsque je m'engage, je ne triche pas, je ne trompe pas, je vais jusqu'au bout. Mais pour aller jusqu'au bout, il faut être compris, il faut être entendu et il faut être respecté dans ses choix. J'ai participé, et ce n'est pas Paul Jacobi qui dira le contraire, à rechercher avec lui le plus large consensus à l'Assemblée de Corse. Ce consensus est passé par plusieurs points. Le point essentiel voté à l'unanimité, c'était que nous devions sanctionner, après l'échec de 2003, quelle que soit notre bonne volonté à aller vers la création d'une collectivité unique, par la ratification par le peuple. Nous y sommes engagés unanimement. Vous êtes en train de nous démontrer que cela n'est pas possible alors que c'est possible. L'article 72 de la Constitution-1 le permet chaque fois que l'on met en jeu la création d'une collectivité nouvelle. Nous souhaitons respecter
notre engagement et je souhaite le premier le respecter. La deuxième chose, c'est que lorsque nous avons voté l'Assemblée de Corse, nous avons dit que le calendrier n'était pas la chose la plus importante. En tout cas, c'est ce que j'ai souhaité voter. Certains membres de cette Assemblée avaient demandé à ce qu'on puisse renvoyer les élections départementales du mois de mars. Vous l'avez à juste titre dit, ce n'est pas possible, ce n'est pas constitutionnel. Mais donc, nous sommes dans une contrainte. Vous voulez nous imposer qu'on vote en 2017 pour une élection pour une nouvelle collectivité qui serait mise en œuvre au 1er janvier 2018. D'ailleurs, il y a une incompréhension de ma part, c'est que vous dites que le mandat départemental et le mandat territorial cesseraient au 31 décembre. Les élections auront lieu vraisemblablement, si elles doivent avoir lieu, avant le 20 décembre. Ça veut dire que le mandat aura expiré avant. Mais la question n'est pas là, Madame la Ministre. La question, c'est de savoir si nous voulons aller vers la recherche du plus grand consensus, voire de l'unanimité. Si nous allons respecter le mandat départemental qui sera engagé dans 20 jours, 30 jours. Ce mandat, les électrices et les électeurs ne vont pas savoir encore, puisque la loi ne sera pas votée, quelle sera sa durée. Les candidats à cette élection départementale s'engagent en campagne depuis maintenant plusieurs jours, sans savoir quelle sera la durée. Et vous êtes en train de prédéterminer que la durée sera celle-ci, alors que vous allez légiférer par ordonnance. Ça voudrait dire que vous allez sur des questions fondamentales, notamment lorsque vous dites que le nombre de la prime majoritaire sera déterminé par ordonnance. Nous ne pouvons pas accepter ça. Je ne peux pas accepter que l'on puisse dire par ordonnance quelle sera la prime majoritaire, alors que jusqu'ici, toutes les lois de la République ont déterminé dans cette Assemblée quelles seraient les primes majoritaires pour des élections aussi importantes. Vous ne pouvez pas dire que ça soit par ordonnance. Ça n'est pas possible. Vous êtes non. Permettez, je vais pas intervenir longtemps ni souvent. Je veux simplement dire que nous sommes là dans un déni de démocratie, puisque ni l'Assemblée de Corse n'est respectée dans son choix, ni le Parlement, puisque vous allez le contourner. Je veux avec vous créer cette collectivité unique. Je me suis battu en 2003. Je ne faiblis pas, je reste sur cette ligne. Madame la Ministre, permettez soit de revenir avec un vrai projet sur la Corse, un vrai projet qui comprenne non seulement les compétences, non seulement l'organisation institutionnelle, mais en plus les moyens financiers, le transfert de fiscalité. Ça veut dire d'aller vers la recherche que nous avons tous voulu ensemble, parce que moi-même j'ai voté aussi l'inscription de la Corse dans la Constitution, c'est-à-dire une vraie autonomie interne dans la République. C'est ce que nous demandons, ou alors revenez en deuxième lecture avec un texte qui soit plus approprié et respectueux de nos décisions, de nos délibérations. Je suis heureux d'avoir entendu hier Alain Rousset, le président Alain Rousset, qui a permis peut-être par un amendement d'autoriser et de garantir le pouvoir réglementaire. Vous savez très bien que ça faisait partie des questions essentielles. Vous ne l'aviez pas apporté dans votre texte. C'est par un amendement que le président Rousset nous permet d'atteindre cet objectif. Madame la Ministre, j'aimerais vous soutenir, mais je ne peux pas le faire dans ces conditions et j'aurai des amendements à défendre pour vous montrer effectivement que nous ne sommes pas respectueux de nos institutions, respectueux de la décision de l'Assemblée de Corse. Merci. Monsieur Jacobi. Madame la Ministre, vous savez, il y a un principe de droit, mais qui est un principe de morale, qui dit donner et retenir ne vaut. Bien. L'Assemblée de Corse s'est prononcée dans le détail. Elle ne s'est pas prononcée pour qu'on retarde le calendrier, elle s'est prononcée pour qu'on l'accélère. Bien. Donc c'est une vieille affaire. La Corse, 300 000 habitants, 2 départements, une région. Napoléon n'avait fait qu'un département. Il avait d'ailleurs équilibré les pouvoirs entre la Haute-Corse et la Corse du Sud, qui s'appelait à l'époque le Gaulo et le Liamone. En 1975, on a réuni en 2 départements, séparés à nouveau. Et en 2004, à l'initiative du président Nicolas Sarkozy, qui connaît d'ailleurs la Corse parfaitement bien, il y a eu une tentative, et Camille de Rocazère l'a souligné à l'instant, avec un référendum qui a, évidemment, comme en Alsace, abouti à une réponse négative, d'ailleurs pour de toute autre raison que la question qui était posée, mais je vais y revenir à l'instant. Les esprits, en tout cas, n'étaient pas prêts. Par la suite, il y a eu non seulement des semaines, des mois, mais des années de travail, à la fois juridique, à la fois politique, à la fois pragmatique,
Et nous sommes entrés dans les détails comme rarement une assemblée territoriale l'a fait. Et d'ailleurs, la ministre le sait bien, puisqu'elle-même a accompagné le mouvement, a assisté à toutes les étapes et supporté avec beaucoup de patience toutes les impatiences, si j'ose dire, des uns et des autres, y compris les miennes, ce qui n'était pas les moindres. À ce stade, 2 points méritent d'être précisés. Le premier, et ça a été dit, l'Assemblée de Corse a souhaité qu'un référendum, qu'une consultation populaire ait lieu. La question, et c'est là que donner et retenir ne vaut, c'est qu'il ne faut pas tout confondre. Si nous n'introduisons pas aujourd'hui dans le texte qui est là cette disposition, eh bien, nous repoussons aux calendes grecques, aux calendes insulaires sans doute, il y a beaucoup d'îles en Grèce, la réforme. Et on trouvera toujours d'excellentes raisons de la repousser chaque fois. On ne sera jamais assez près, on en a discuté, ça fait 10 ans qu'on en discute, pour ne pas parler des époques précédentes. Alors, est-ce qu'on peut concilier les choses? Moi, je pense qu'il est tout à fait légitime, Monsieur le Président, un instant, parce que les uns et les autres abusant, je n'abuserai pas aujourd'hui et ce soir. Il est tout à fait possible, je pense, d'imaginer de poursuivre le processus législatif et le processus d'ordonnance, je vais y revenir un instant, tout en imaginant une consultation dont il faudra bien tirer les conséquences, mais elle peut se dérouler à n'importe quel moment, et non pas quelque chose de préalable. Deuxièmement, le gouvernement nous a indiqué que les élus de l'Assemblée de Corse seraient associés à la rédaction de l'ordonnance. Je pense que vous nous le préciserez de la manière la plus précise. Il y a d'ailleurs un précédent. La loi sur le PADUC, qui a été adoptée du temps de la précédente majorité, avait fait l'objet d'un travail en commun remarquable entre l'Assemblée de Corse, entre le gouvernement de l'époque, et avait permis d'ailleurs un vote, si mon souvenir est bon, était unanime de l'Assemblée nationale et du Sénat. Alors, Camille a également évoqué la Constitution, grande affaire, mais si on doit commencer par réviser la Constitution, ce que l'on sait parfaitement impossible, pour envisager la collectivité unique, c'est là aussi la repousser à des calendes que je n'ose qualifier. La vérité, c'est que je ne renonce pas à ce que la Corse trouve sa place dans la Constitution de la République française. Je n'y renonce pas. Simplement, je vois bien que ça n'est pas possible à très court terme. Je n'y renonce pas parce que la Corse soit dans la Constitution de la République française. L'îlot de Clipperton y est avec 2 lignes qui définissent son régime juridique. Ce qui vaut pour les oiseaux marins et les petits mammifères peut valoir également pour la Corse, à tout le moins. Et toutes les îles françaises sont dans la Constitution de la République française. Donc, j'y tiens expressément. Mais ça prendra effectivement un peu plus de temps. Et d'ailleurs, Madame, vous-même et le ministre de l'Intérieur avez dit à cette occasion qu'il fallait construire le lien de confiance. C'est la raison pour laquelle, Madame, m'adressant plus particulièrement à vous et tenant à vous remercier, parce que vous faites partie de cette liste assez longue d'ailleurs, de gouvernants qui, à travers les temps, ont aidé la Corse considérablement. Nicolas Sarkozy en fait partie. Joël Le Teul, qui a institué à la continuité territoriale, en fait partie. Et vous-même, Madame, vous en faites partie. Alors, soyez-en remerciés. C'est très rare en France de remercier quelqu'un et en Corse encore plus. Merci, Monsieur Jacobi. Monsieur Sanier, vous êtes inscrit. Oui, merci, Monsieur le Président. Alors, je ne prendrai pas la parole sur la Corse. Néanmoins, l'article 13 compte un certain nombre d'articles additionnels. Et puisque nous attaquons la 4e nuit de la semaine sur ce texte, à plusieurs reprises, Madame la Ministre, ainsi que votre collègue, Monsieur Vallini, avait appelé la représentation nationale à faire confiance aux élus et aux territoires, à plusieurs reprises. Et c'est un point au moins sur lequel nous sommes parfaitement tous d'accord, au-delà de nos clivages politiques. Je voudrais prendre 2 exemples. La République, le gouvernement, et je crois là aussi l'Assemblée nationale et le Sénat, a fait confiance au territoire de Lyon, au sens du Conseil général des Bouches-du-Rhône et de la métropole, pour devenir une collectivité unique. La République, même s'il y a des désaccords sur la forme, s'apprête à proposer une forme de confiance à la Corse, sous forme de collectivité unique. Et si je reprends vos propos, il me semble que c'est tard dans la nuit de mardi à mercredi, vous, Madame Lebranchu ou Monsieur Vallini, vous avez laissé entendre que le gouvernement était ouvert à ce que, si la totalité des départements d'une région nouvelle se mettent d'accord, à ce moment-là, que le tout devienne une collectivité unique. Il me semble que vous l'avez dit, Madame Lebranchu, c'est vous, que vous étiez ouvert sur ce point. Eh bien, Hervé Guémard, dans un article additionnel dans quelques instants, va vous proposer de faire confiance
à une nouvelle partie du territoire de la République qui est représentée par l'Assemblée des Pays de Savoie, les départements de Savoie et de Haute-Savoie. Les deux conseils généraux, avec Christian Monteil pour la Haute-Savoie et puis Hervé Guémard pour la Savoie, travaillent depuis longtemps, à la fois dans le respect des entités des deux départements, mais dans une volonté un peu plus forte chaque jour de proposer un projet de territoire. Et j'en termine, Monsieur le Président, pour dire que, au-delà de cette confiance aux élus, au-delà de cette confiance au territoire, c'est aussi un sujet que nous débattons depuis 4 jours et 4 nuits de l'égalité des territoires. Si vous proposez à des nouvelles régions qui comptent 8, 9, 10, 11, 12, c'est très important, après je ne reprendrai plus la parole, Monsieur le Président, départements pour se mettre d'accord. Vous conviendrez que ce sera plus facile à des régions qui comptent 2 ou 3 départements de se mettre d'accord qu'à des régions qui en comptent 12 ou 13. À l'intérieur de Rhône-Alpes-Auvergne, avant que la totalité des départements se mettent d'accord pour faire une collectivité unique à l'échelle de Rhône-Alpes-Auvergne et de la future région, avouez qu'on a un peu de temps. Je soutiens très fortement l'amendement qui sera proposé dans quelques instants par Hervé Guémard. Merci, Monsieur Sadier. Nous en venons, à moins que vous voulez, Madame la Ministre. Non, maintenant, j'ai appelé Madame la Ministre. Madame la Ministre a la parole. Mais vous auriez pu... Enfin, il ne faut pas le fâcher. Madame la Ministre. Avec plaisir, Monsieur le Président. Bon. Il ne faut pas fâcher Monsieur Apparu. D'accord. Monsieur Apparu. Le sujet qui nous occupe aujourd'hui et ce soir, notamment concernant la Corse, c'est évidemment un sujet qui nous concerne tous. Et il est légitime que nos amis parlementaires corses s'expriment et que d'autres parlementaires puissent également s'exprimer. Et je voudrais, pour ce qui me concerne, soutenir l'initiative du gouvernement, bien évidemment, mais surtout la demande de consultation populaire des parlementaires originaires élus de la Corse. Pourquoi ? À chaque fois qu'il s'est agi, dans notre République, de travailler sur des collectivités locales uniques, Outre-mer par exemple, avec les fameux articles 97. Il y a toujours eu une consultation populaire. Lorsqu'il s'est agi de travailler sur l'Alsace, il y a eu une consultation populaire. Et là, non seulement on ne passera pas par la voie législative et par la voie d'ordonnance, et on ne fera pas de consultation populaire. J'avoue ne pas comprendre, pour ce qui me concerne, ce 2 poids, 2 mesures. Dernier élément, Madame la Ministre. On parlera tout à l'heure, évidemment, de la Savoie, j'imagine. Mais je suis également surpris que le gouvernement s'engage dans la collectivité locale unique, intéressant, mais qu'elle ait refusé de le faire lorsque les Alsaciens l'ont demandé, il y a 2 mois à peine. Ils l'ont demandé il y a 2 mois à peine dans cet hémicycle. Ils l'ont tous demandé dans cet hémicycle, tous, d'avoir une collectivité locale unique qui rassemblait 2 départements et la région alsacienne. Ça a été refusé par le gouvernement. Autrement dit, le gouvernement propose maintenant pour la Corse ce qu'il a refusé pour l'Alsace il y a 2 mois. Permettez-moi de vous dire que je ne comprends pas très bien la cohérence qui est la vôtre en la matière. Madame la Ministre. Bien, ce n'était pas inintéressant, effectivement, d'écouter Monsieur Apparu, j'y reviendrai. D'abord, concernant la Corse, nous avons une assemblée qui a délibéré, effectivement, et je veux dire que, pour ceux qui n'ont pas tout suivi, non seulement cette assemblée a délibéré, mais a délibéré avec après un travail extrêmement précis. On peut saluer M. Chaumont, M. Colombani, d'autres, extrêmement précis, proposant la collectivité unique. Moi, depuis 2 ans, maintenant un peu plus de 2 ans, j'essaie, pas à pas, de trouver un certain nombre de solutions aux questions qui sont posées. Celle qui peut nous permettre de donner une vraie belle réponse à la Corse est effectivement celle de l'Assemblée unique. Pourquoi ? Parce que c'est une expression forte des volontés locales. C'est une continuité d'un processus qui est déjà engagé, puisque la CTC, qui a la communauté de Corse, la CTC, tant pis, qui a un statut particulier, exerce, il faut le rappeler ici, déjà plusieurs missions des départements, telles par exemple que l'entretien des collèges. Et ça, depuis le 20 novembre 2013. L'amendement vise donc à achever un processus de simplification des structures et garantir le respect
des spécificités corses. La collectivité unique de Corse serait créée, je le garde au conditionnel, volontairement en 2018 avec des élections en fin décembre 2017. Les collectivités uniques permettent une gouvernance régionale de proximité, plus en phase avec les citoyens lorsque la région est de taille ad hoc, et nous sommes là particulièrement dans le cas. L'amendement prévoit aussi, je le rappelle, et ça a été fortement commenté et je crois apprécié aussi, le maintien du régime juridique de la Corse, notamment toutes les spécificités en matière législative et réglementaire, avec ce nouveau mode de gouvernance territoriale qui ne doit affecter aucun des compromis qui ont d'ores et déjà été trouvés. Le droit national pourra donc toujours être adapté aux spécificités de l'île, et ça a été les parlementaires qui sont membres de l'Assemblée de Corse un travail important, puisqu'effectivement, depuis des années, l'Assemblée demandait à ce que soit respecté ce droit spécifique. Il y avait 42 demandes, aucune n'avait eu de réponse, on n'avait même pas eu d'accusé de réception, donc nous avons ressorti tout ça et petit à petit, nous pouvons répondre aux demandes de la Corse. Restent effectivement les questions très fortes que vous venez de poser. Vous nous demandez de faire un pas vers l'Assemblée unique. Je veux dire, à chaque fois qu'on fait un pas, il ne faut pas faire aussitôt. Et ça, je comprends vos arguments et je vais y revenir un pas de côté. Sinon, on va laisser passer du temps et on aura des problèmes. C'est-à-dire qu'on se retrouvera, je ne sais pas en quelle année, à se reposer la question. Nous rentrons, entre guillemets le mot rentrer, cet amendement dans le seul véhicule législatif que nous ayons à disposition pour répondre à la demande. Si nous ne faisons pas cela maintenant, nous n'allons pas retrouver de véhicules législatifs, vous connaissez l'encombrement actuel, avant un long moment. Donc, c'est vraiment par souci d'efficacité, de rationalité que nous le faisons, avec l'accord bien évidemment du ministre de l'Intérieur qui ne peut pas être là ce soir, qu'il aurait voulu, mais il est très loin, parce que c'est notre seul véhicule. Mais nous sommes extrêmement clairs. Je parle en particulier à vous qui avez rappelé avec M. Jacob la demande de référendum. Nous sommes très clairs. Nous recevrons le 13 avril, le gouvernement recevra le 13 avril les représentants de la CTC, avec donc le ministère de l'Intérieur et moi-même, et nous faisons cette démarche-là, j'ai envie de dire à titre totalement conservatoire, pour ne pas que nous ayons une possibilité qui nous échappe ensuite, et nous poserons la question, comme le ministre de l'Intérieur l'a posé lorsque nous étions en Corse début février, voulez-vous ou non ce processus-là, ou bien un référendum? Et nous avons dit, et nous tenons à ce que chacun en soit bien informé, que si nous devons prendre la décision d'un référendum, il va falloir prendre un peu de temps et après il faudra continuer. Donc je comprends votre souci. Moi je vous réponds pragmatiquement, en droit, ne loupons pas cette possibilité. Une fois qu'on aura discuté avec l'ensemble des représentants, effectivement nous aurons sauvé une solution, il en restera une seconde, et nous verrons ensemble laquelle est la meilleure. Vous avez raison, Monsieur Camille de Rocasser, d'insister, comme vous l'avez fait lors de la question d'actualité l'autre jour, sur le fait que nous ne pouvons pas prolonger les mandats. Ça, c'est impossible. Donc les élections départementales, quoi qu'il arrive, auront bien lieu comme partout ailleurs dans les départements de France. Nous pouvons avoir ces élections. J'entends votre souci, oui, mais ces personnes vont être élues jusqu'en décembre 2017, oui, c'est vrai. Donc j'entends cela aussi. Mais si nous voulons une assemblée au 1er janvier 2018, nous sommes obligés de refaire des élections, et d'ailleurs après un référendum, ce serait la même chose. C'est-à-dire que si le référendum avait lieu, s'il sortait un avis positif, nous aurions la même question. Il faudrait naturellement reprendre un article de loi pour procéder à la confirmation de cette assemblée unique et puis déterminer un mode de scrutin et des dates d'élection. Donc le problème serait le même. Vous avez parlé du mode de scrutin, de la représentation géographique, puisque
C'est un peu de tout cela dont il s'agit. Vous nous l'avez dit les uns et les autres lors de l'Assemblée à laquelle nous étions présents, Bernard Cazeneuve et moi-même. Je réponds ce que j'ai déjà dit, on en discutera le 13 avril. Est-ce qu'il faut avoir, faisons simple, 2 listes, une pour la Corse du Sud? Moi, j'ai toujours pensé que quand on fonctionne, quand on veut marcher vers une assemblée unique, chaque famille politique doit faire une seule liste représentant, et c'est à elle de la monter, cette liste, l'ensemble des territoires. Ensuite, se pose, donc je mets de côté totalement cette idée de représentation territoriale par des collèges, on en est tous d'accord. Et le rapport Chaumont montre bien qu'il faut s'arrêter là. Ensuite, a été proposée une sorte de chambre des territoires. Je ne vois pas en droit comment on la construirait à l'heure où je vous parle. En revanche, rien n'empêche une assemblée unique d'avoir dans son règlement intérieur une organisation qui permette un équilibre au moment des décisions à prendre, en amont des décisions à prendre, un équilibre entre les représentants de la Haute-Corse et ceux de la Corse du Sud qui pourrait être... Ça me paraît un peu complexe, mais ça relève, à mon avis, plus du fonctionnement et du règlement de la future Assemblée, si elle doit exister, que de la loi, me semble-t-il. Donc, sur ce point, je pense qu'on pourra toujours trouver une solution pratique et pragmatique. Sur le nombre de sièges, on en est arrivé à 63, mais nous vous proposons en plus, et nous proposons, bien évidemment, à l'ensemble des conseillers qui ont été concernés de l'Assemblée de Corse, que nous puissions travailler sur l'ordonnance point par point avec vous. Et je rappelle que cette ordonnance devra être ratifiée par le Parlement et qu'une ratification permet d'améliorer une ordonnance, d'accepter ou de repousser d'ailleurs sa ratification. Le Parlement n'est pas privé de parole. Mais, et j'en termine parce que je suis trop longue, et j'essaierai de répondre à d'autres questions s'il y en a, je ne peux pas imaginer que nous ne soyons pas d'accord sur au moins une lecture. Est-ce qu'un gouvernement qui a décidé et qui, j'ai envie de dire, a mis les moyens de discussion depuis quelque temps, ayant pris en compte et accepté une proposition, ne prend pas le premier véhicule législatif pour essayer d'y répondre? C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Concernant, et c'est mon dernier point, j'allais l'oublier, la co-officialité ou bien l'inscription de la Corse dans la Constitution. Nous sommes ici à l'Assemblée nationale, nous n'avons pas les moyens de bouger notre Constitution et nous savons que la co-officialité est anticonstitutionnelle. Donc ce n'est pas la peine d'ouvrir ce sujet ici à l'Assemblée nationale puisque nous n'avons pas les moyens d'y répondre. Et M. Camille de Rocasser, on en a parlé quelques fois, y compris avec d'autres de vos collègues appartenant aujourd'hui à la majorité du Sénat. Si on veut bouger la Constitution, il faut un accord du Sénat. Nous espérons, en particulier avec Jean-Jacques Urvoas, avoir cet accord le plus rapidement possible pour ce qui concerne la ratification de la charte, mais que je sache, déjà c'est difficile à obtenir, et ce qui nous a été renvoyé, c'est que ce serait peut-être, je dis bien peut-être, que la ratification de la charte et aucune autre modification de la Constitution. Nous en sommes là à l'heure où nous nous parlons. Donc voilà ce que le gouvernement propose. Gardez cette solution législative de ce soir, sinon elle ne reviendra pas. Entamer le 13 avril des discussions pour savoir quel est vraiment le choix référendaire ou pas référendaire, et puis continuer à travailler ensemble. Concernant les autres questions sur les autres régions, l'Alsace, j'ai passé beaucoup de temps sur le dossier alsacien entre juillet 2012 et fin 2012. L'Alsace avait demandé le référendum et rien que le référendum. À l'époque, nous avons bien sûr donné droit. Ce référendum a donné le résultat que vous savez. Ensuite, on est bien d'accord, l'expérimentation ou bien la mise en loi d'une assemblée unique, c'est bien lorsque le périmètre d'une région permet cette assemblée unique. C'est-à-dire, assemblée unique, ça veut dire quoi? La région et ses départements. Voilà. Donc, c'est vrai qu'il y a un vrai sujet pour l'Alsace, mais moi, je ne suis pas en capacité non plus de le régler. Ceci étant, il y a eu ce référendum, et c'était quand même en 2013. Nous sommes en 2015. Donc, on ne peut pas
continuer tout le temps. On n'est pas en 2015 ? D'accord. Non, mais le référendum alsacien. Donc voilà. Il s'agit bien de l'Assemblée de Corse cette fois et pas d'autre. Merci, Madame la Ministre. On va revenir sur le. Alors, je vous propose qu'on aborde maintenant, je crois que toutes les explications ont été données, et vous avez d'ailleurs anticipé, Madame la Ministre, sur la présentation de l'amendement 1979 rectifié. Madame la Ministre, je vais vous interroger. Est-ce que vous souhaitez reprendre l'amendement ou vous considérez que les explications que vous venez de donner, je l'imagine aussi, bien évidemment. Monsieur le rapporteur. Ah, oui, il y aura les sous-amendements également. Je préfère que... Merci, Monsieur le Président. Quelques mots. Je ne me hasarderai pas, vous l'imaginez bien, à essayer un quelconque commentaire sur l'opportunité, le processus qui a amené au choix de l'Assemblée de Corse, ne connaissant pas et n'ayant pas évidemment la connaissance du dossier que Marie-Lise Lebranchu peut avoir. La seule chose que je veux faire à ce stade, les deux seules choses que je veux faire à ce stade, c'est d'abord, comme l'ont fait les élus originaires de Corse, saluer le travail qu'a réalisé la ministre, car je sais que ces amendements, et j'ai entendu un certain nombre d'appréciations sur le fait que cela passait par ce canal législatif, la ministre y a répondu, ces amendements et cette solution viennent après beaucoup de discussions, beaucoup de rencontres, et le rôle de médiation joué par Marie-Lise Lebranchu dans ce dossier doit être souligné, car je pense qu'à l'exception de celles et ceux qui ont participé aux discussions, très peu le savaient, très peu le savent, et que ça devait être rappelé. L'avis de la Commission, en tout cas l'avis rendu sur cet amendement, est évidemment favorable, avec une proposition que je fais à Madame la Ministre, qui est une proposition rédactionnelle pour améliorer la rédaction de l'article sur un point, et c'est uniquement formel, évidemment. En suivant sur votre avis sous le sous-amendement 2085 que va nous présenter Monsieur de Roccassera. Merci, Monsieur le Président. Permettez-moi, Madame la Ministre, de revenir sur les fondamentaux. Le 13 décembre 1999, Lionel Jospin nous a appelés à discuter de ce que nous voulions pour l'avenir de la Corse. Le 22 janvier 2002, nous avions un texte fondamental. Tout le monde n'était pas d'accord, mais nous avions un texte fondamental qui a été ici voté par une large majorité. Et vous nous dites, il n'y a qu'une solution. La solution, c'est 2018, et la solution, c'est ce véhicule législatif. Madame la Ministre, ça fait 1 an et demi que nous discutons ensemble. Nous avons commencé sur d'autres sujets. Paul Giacobbi les a défendus. Je n'ai pas toujours été un partenaire sur tous les sujets, mais j'ai été au moins un partenaire pour amener un large consensus sur l'inscription de la Corse dans la Constitution à l'article 72-5. J'ai été un large partenaire pour un large consensus pour arriver à la collectivité unique. Et ce n'est pas Paul Jacob qui pourra me démentir. Et vous nous dites qu'il n'y a qu'un seul véhicule, qu'il n'y a pas de projet de loi possible sur la Corse, qu'il n'y a pas de PPL possible sur la Corse. Moi, j'aurais préféré qu'on soit sur la même logique qu'en 2002, sur un texte global, sur un texte qui permette de créer l'ensemble des conditions et non pas d'arriver appartement par appartement. Nous sommes là à vous donner les moyens de créer la collectivité unique sans savoir ce que vous allez mettre dans les ordonnances. Vous nous dites, mais je reviendrai. Le débat sera long, parce que lorsque je vois que vous dites que par ordonnance, on va déterminer la prime majoritaire, on est dans une nébuleuse. Je ne peux pas l'accepter. Je ne peux pas accepter qu'on se renie sur le référendum. Je n'étais pas d'accord surtout avec Paul Giacobbi, mais nous avions décidé d'avoir une délibération décomposée en 3 parties. La première partie, c'était la partie essentielle. Collectivité unique, nous sommes pour. Le référendum, nous sommes pour. Alors, Madame la Ministre, est-il nécessaire d'imposer cette date de 2018 alors que nous pourrions effectivement trouver, non pas le consensus, mais l'unanimité en Corse pour arriver à une date qui permettrait l'exercice des mandats qui vont être engagés. Et vous savez la fragilité constitutionnelle que vous allez entreprendre, que vous allez engager par rapport à ces mandats, qui auront une durée alors que la loi ne sera pas encore votée et qui seront raccourcis de fait, puisque la loi ne sera promulguée, si elle est promulguée, que peut-être en fin d'année, alors que les mandats auront été engagés. Donc je vous le dis, pouvons-nous discuter de tout?
Pouvons-nous discuter d'un statut fiscal? Pouvons-nous discuter de compétences élargies? Puisque je le vois, vous n'aviez pas apporté de réponse, et je le redis, vous n'aviez pas apporté de réponse sur le pouvoir réglementaire que nous avons demandé dans le cadre. Non, c'est Alain Rousset, c'est le président Rousset qui nous a permis de l'engager. Voilà, c'est pour cela que je vous demande un peu de temps et de respecter un calendrier qui serait respectable de l'Assemblée de Corse. Je vais vous demander votre avis. Non, attendez. Je demande à Monsieur le rapporteur son avis sur le sous-amendement de Monsieur de Rocca-Serra. Monsieur le Président, comme je l'ai dit tout à l'heure, je me range à l'avis de la ministre et je crois savoir que cet avis est défavorable. Madame la ministre, défavorable. Madame la ministre, je vous demande votre avis en revanche sur le sous-amendement de Monsieur le rapporteur 2078, rédactionnel. Il est favorable. Favorable. Je vais maintenant mettre aux voix les sous-amendements. On a eu une explication. Attendez, alors, je vais appliquer un orateur pour et un orateur contre, Monsieur Laurent. Et il n'y aura pas d'autres prises de parole. Je crois qu'il y a un moment où, après un débat assez long, il y a eu des expressions multiples sur la Corse. Là-dessus, je crois qu'on peut arrêter notre débat et en arriver à un vote des amendements. Non, vous avez eu plusieurs amendements. Alors, Monsieur Laurent, donc il y aura deux orateurs. Vous êtes l'orateur favorable à l'amendement? Non, je suis défavorable. Je m'explique qu'à titre personnel, vous l'imaginez bien. Tous les députés ici, en tant que député MRC, j'ai quelques souvenirs. Et je ne suis pas favorable à la création d'une collectivité unique en Corse. Je renvoie aux discussions et aux débats qui ont égrené ces questions depuis une dizaine d'années et je suis particulièrement attaché à l'unité et à l'indivisibilité de la République et pas à des caractères spécifiques, à une égalité entre collectivités, si c'est le sujet, puisque le mot de co-officialité a même été prononcé et serait, de ce que je comprends, une autre étape avec la charte par la suite. Donc vous comprendrez bien qu'en ce qui me concerne, je ne voterai pas, je voterai même contre les dispositions qui nous sont proposées sous la forme d'un amendement gouvernemental. Merci Monsieur Laurent. Alors Monsieur Jacobi, vous êtes favorable, donc je vous donne la parole pour 2 minutes, mais pas davantage, Monsieur Jacobi. Oh non, 2 minutes, je vais être favorable avec gratitude, notamment parce que la ministre, répondant à Camille de Rocca-Serra, à mes collègues, a précisé un certain nombre de choses. Nous utilisons aujourd'hui ce véhicule législatif. Il y aura une rencontre entre les élus de la Corse et le gouvernement. Un certain nombre de points seront précisés. Maintenant que l'on nous dise que l'on ne peut pas en 2 ans faire un travail qui se prépare depuis 10 ans et sur lequel nous avons fait vraiment des études de détail, c'est mal auguré de notre capacité administrative et de celle de la République française en général. Deuxièmement, s'agissant de dire quels sont les seuils, etc. L'Assemblée de Corse a discuté plusieurs nuits ou plusieurs jours sur ces questions-là. J'imagine que les élus de la Corse auront la même position devant le gouvernement qu'ils l'ont eu lors des votes. Bon, et puis le gouvernement appréciera. Et en tout état de cause, on le rappelle, l'ordonnance reviendra devant l'Assemblée nationale qui se prononcera. Si entre-temps on a organisé une consultation populaire, on saura aussi, et il sera toujours temps naturellement, le peuple ayant toujours raison, de renoncer à ratifier si par exemple, entre-temps, le peuple s'est prononcé négativement. Et je voudrais rassurer mon collègue, il est plutôt question de mettre la Corse au cœur de la République que de l'en sortir. Enfin, excusez-moi. Je ne porte pas un nom qui fait sortir mon île de la République, tout de même. Bon, en général, dans ma famille, on l'y a fait rentrer, on l'y a maintenu, y compris à Vichy en 1940. Je vous remercie. Merci, Monsieur Jacobi. Alors, je vais mettre aux voix maintenant les sous-amendements. Le sous-amendement de Monsieur de Rocca-Serra, 2085, avis défavorable de la Commission et de Madame la Ministre, qui est pour? Qui est contre? Il est repoussé. L'amendement 2078 de Monsieur le rapporteur, avis favorable de Madame la Ministre, qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Amendement 1979 rectifié de Madame la Ministre du Gouvernement, avis favorable de la Commission, qui est pour? Qui est contre? Il est approuvé. Monsieur de Rocca-Serra, vous avez le 158.
Oui, merci Monsieur le Président. Bon, cet amendement est simple. On ne peut pas imaginer que le 5e des élus puisse perturber l'ordre du jour d'une assemblée. Je pense que le tiers est préférable parce que le 5e, ça veut dire qu'un seul groupe pourrait modifier en permanence l'ordre du jour d'une assemblée. Je pense que la sagesse, lorsqu'on veut préserver la gouvernabilité d'une assemblée, c'est que le tiers des élus puisse le faire, mais pas le 5e. C'est de la sagesse. J'espère qu'au moins sur celui-ci, je pourrai être entendu. Merci, Monsieur de Rocca-Serra. Avis de la Commission, Monsieur le rapporteur. C'est toujours un avis prudent, Monsieur le Président, vous l'avez compris. J'ai par contre regardé, nous avons regardé ce qui avait été voté par l'Assemblée de Corse et il semblerait que l'Assemblée de Corse ait approuvé, lorsqu'elle a été consultée, ce seuil de 1/5. Donc en cohérence et en respect de ce qui a été voté par l'Assemblée de Corse, l'avis est défavorable. Merci, Monsieur le rapporteur. Madame la Ministre. Juste pour rappeler que cette proposition qui figurait dans le projet de loi initial du gouvernement s'inscrit dans la lignée du rapport qui a été remis par la Commission des compétences législatives et réglementaires présidée par M. Pierre Chaubon à l'Assemblée de Corse en 2013. Et ce rapport préconisait que tout groupe de conseillers, je cite, tout groupe de conseillers de Corse puisse déposer une proposition de délibération. Le fait de permettre à un 5e des conseillers de Corse de déposer une proposition de délibération semblait à tout le monde, à ce qui m'a semblé à l'époque, en tout cas, aller dans le sens d'une plus grande ouverture du débat démocratique. C'est pourquoi nous avions plutôt retenu cette proposition et pas donc l'amendement de M. de Rocca-Serra. Merci, Madame la Ministre. Monsieur Jacobi. Alors effectivement, l'Assemblée de Corse s'est prononcée en ce sens, mais ce que dit Camille de Rocca-Serra est frappé au coin du bon sens. Et par conséquent, c'est la sagesse. Alors, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux ne pas rentrer dans autant de détails? Et puisqu'on va rencontrer effectivement, le gouvernement va rencontrer les représentants de l'Assemblée de Corse, y compris un certain nombre de présents, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux ne pas mettre cette précision à ce stade-là des choses? La position raisonnable à la fois de M. de Camille de Rocca-Serra, de son collègue et de M. Jacob. Dans ce cas, je propose la sagesse du Parlement et chacun peut décider en connaissance de cause et en ayant entendu les plus concernés, si je peux me permettre de ne pas être très républicaine dans cette phrase-là. Porteur. Comme je l'ai indiqué au début de la discussion de cet article, je me range à l'avis du gouvernement, donc sagesse. Monsieur de Rocca-Serra, vous acceptez de le retirer? Non, mais prenez. C'est-à-dire que si le gouvernement retire, je dirais, revient sur ce qu'il a introduit dans son texte initial, parce que ça, c'est même pas l'amendement, c'est le texte initial, et je dois le dire, qui était la première ébauche des conclusions Chaubon, mais qui n'était pas forcément ce que l'Assemblée de Corse a voulu à la fin, in fine. D'ailleurs, l'amendement qui suivra, le 160 que je vais défendre, vous montrera aussi que vous n'avez introduit que ce qui était préalable à une décision de l'Assemblée de Corse, parce que nous avons amendé. Il se trouve que notre Assemblée arrive à amender, que nous arrivons parfois à nous comprendre, à nous entendre et à nous comprendre. Voilà, Madame la Ministre. Alors, je le retire à condition que vous-même, vous retiriez sagesse. Alors, si vous avez dit sagesse, alors à ce moment-là, je ne le retire pas et je demande le vote pour qu'on ait effectivement des majorités, ou des minorités, mais des minorités consistantes pour pouvoir provoquer un ordre du jour et non pas n'importe quelle minorité qui puisse provoquer un ordre du jour. Merci. Donc, je le maintiens. Merci, Monsieur de Rocca-Serra. Donc, sagesse de la Commission, sagesse du gouvernement. Je mets aux voix l'amendement 158. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Le 160, Monsieur de Rocca-Serra. J'espère mériter le même succès. Le 160 est simple. Il est dit que si l'exécutif, l'ensemble des conseils exécutifs démissionnaient, ils retrouvaient collégialement, parce qu'ils sont considérés comme collégialement, retrouveraient leur siège à l'Assemblée de Corse.
je considère qu'un membre de cet exécutif, s'il démissionne, ne peut pas avoir la punition de ne pas pouvoir retrouver son siège à l'Assemblée de Corse, parce qu'il peut démissionner pour des raisons d'occupation trop importantes, de santé. Ce n'est pas ça qui va l'interdire de retrouver son siège. Ou parce qu'à un moment donné, il n'est plus forcément en accord. Enfin, il y a des raisons multiples, familiales et autres. Donc, collégialement, je ne vois pas, il y a une rupture d'égalité entre le côté collégial et le côté individuel de la personne qui est membre d'un exécutif et qui pourrait, si c'est collégial, retrouver l'Assemblée de Corse, son Assemblée, et si c'est individuel, ne pas pouvoir le faire. D'ailleurs, je tiens à préciser, Madame la Ministre, que l'Assemblée de Corse a accepté cet amendement, si ma mémoire est bonne. Et je pense que le président du Conseil exécutif de Corse pourra le confirmer. Merci, Monsieur de Rocca-Serra. Monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Il ressort des débats qui ont eu lieu au Sénat, puis ensuite en Commission des lois, que l'article 13 permet au Conseil exécutif de Corse, qui cesse leur fonction, de pouvoir réintégrer l'Assemblée de Corse dans 2 hypothèses seulement. En cas de vote par l'Assemblée de Corse d'une motion de défiance contre le Conseil exécutif et en cas de démission collective du président et des membres du Conseil exécutif. L'amendement de M. Rocasser propose d'étendre cette possibilité de retrouver son siège à l'Assemblée de Corse dans tous les cas, y compris en cas de démission individuelle d'un conseiller. Cela me paraît, au vu des arguments développés au Sénat et en commission, pas souhaitable en raison des risques d'instabilité, mais aussi du caractère collégial de l'élection des conseillers exécutifs. C'est la raison pour laquelle la commission avait donné un avis défavorable. Merci, Madame la Ministre. Oui, vous n'aurez pas le même succès de ma part. En tout cas, je ne parle pas du vote. Là, effectivement, comme l'a rappelé le rapporteur, vous voulez permettre à un conseiller exécutif de reprendre l'exercice de son mandat. C'est une position de l'individu. Notre crainte, c'est que vous allez créer une instabilité constante dans la composition de l'Assemblée de Corse et de son exécutif, ce qui n'est pas souhaitable. Donc il y avait une proposition qui avait été faite, que vous retrouvez dans notre texte sur les démissions collectives. Honnêtement, si on en arrive à ces positions individuelles, le risque d'instabilité est fort. Et mon collègue le ministre de l'Intérieur a bien montré que, concernant une assemblée, nous devons, nous, en droit, garantir sa stabilité à minima. Merci, Madame la Ministre. Monsieur le Président Jacobi. Moi, j'ai l'expérience de cela. Bon. Et je vous indique que la stabilité repose non pas sur des dispositifs juridiques, mais sur une certaine cohérence et peut-être parfois sur une certaine autorité. En tout cas, c'est cette autorité qui permet à l'exécutif actuel, sans avoir de majorité et en ayant d'ailleurs une majorité relative et très composite, d'exécuter comme il convient et même d'obtenir des consensus très larges. Donc, véritablement, le gouvernement s'inquiète d'un danger qui n'existe pas et personnellement, je voterai l'amendement proposé. Merci. Je mets aux voix donc l'amendement 160 déposé par Monsieur de Rocca-Serra. Allez-y, Monsieur de Rocca-Serra. Non, c'est une question intéressante parce que jusqu'ici, la loi prévoyait que si le président de l'exécutif décédait, voulait partir, parce que ça pourrait être aussi sa volonté pour des raisons personnelles, tout l'exécutif tombait. Voilà. Ça veut dire qu'il fallait qu'il soit en bonne santé pour garantir l'exécutif. Donc l'instabilité était totale parce que qui peut garantir la bonne santé? Qui peut garantir, oui, qui peut garantir qu'il ne soit pas renversé dans la rue? Qui peut garantir, enfin, je lui souhaite une très longue vie, mais soyons sérieux. Soyons sérieux. C'était la loi. La loi aujourd'hui prévoyait que si le président de l'exécutif quittait ses fonctions pour les raisons d'une autre, tout l'exécutif tombait. Et vous allez parler d'instabilité parce qu'il pourrait y avoir un membre un jour qui puisse décider pour des raisons personnelles, parce que la charge de travail est trop importante, ou même permettre par des accords au président de l'exécutif de pouvoir renouveler dans l'exercice de sa présidence pour des raisons de constitution de majorité nouvelle. Enfin, soyons sérieux. Qu'est-ce qui empêche cela? Soyons sérieux. Alors je vous demande de rejoindre, non pas ma position, mais celle que vient d'exprimer en me rejoignant, celle de Paul Giacobi. Monsieur de Rocca-Serra, donc sur votre amendement 160, avis défavorable de la Commission, avis défavorable de Madame la Ministre. Je mets aux voix qui est pour, qui est contre. Il est repoussé. Amendement 2037, Madame la Ministre. Défendu, c'est un amendement de conséquence, Monsieur le Président.
Merci, Madame la Ministre. Favorable. Il y a des sous-amendements. Monsieur de Rocca-Serra, le 2086. Oui, ben c'est toujours, si vous voulez, je reviens toujours à cette question qui est pourquoi 2018 alors qu'on pourrait trouver un consensus. Ça n'est pas pour botter en touche, comme je l'ai entendu dire tout à l'heure. Vous savez très bien que j'ai un engagement total, déterminé. Je suis pour la collectivité unique. Et je suis pour la collectivité unique, même si nous avons voté l'Assemblée de Corse et vous êtes en train de de dissoudre cela dans des ordonnances à venir sur les établissements publics hypothétiques ou autres. Nous avions voté un Conseil des territoires. Je dirais que ce n'est pas le premier sujet. Le Conseil des territoires, d'ailleurs, qui voulait dire quoi? Qui voulait dire que nous avions deux piliers, le pilier d'une région, le pilier d'une entité régionale, donc collectivité unique, et le pilier de ceux que vous allez d'ailleurs renforcer petit à petit, que tous les gouvernements renforceront vraisemblablement, ce sont les établissements, ce sont les communautés de communes, les communautés d'agglomération. Nous n'avons pas de métropole. Notre métropole sera la région, mais nous avons des communautés de communes et de communautés d'agglomération. Je pense que c'est ça le nouvel attelage qu'il faut construire. Il y a deux piliers. Et c'est cela que nous voulions faire. Alors 2021, pourquoi? Parce que ça permettait d'aller à la fin d'un mandat et de se donner le temps pour non seulement, non pas passer forcément par des ordonnances, mais peut-être par avoir le courage d'avoir un projet de loi propre à la Corse qui prenne globalement l'ensemble des problématiques de la Corse, y compris la partie de financement, la partie fiscale qui sera déterminante. Et vous savez que vous n'avez pas répondu à cette question. Donc c'est aussi de la sagesse d'aller dans cette direction, puisque l'Assemblée de Corse, vous aviez demandé une date qui était 2015-2016. Vous ne pouvez pas y répondre pour des raisons constitutionnelles. Pourquoi choisir 2018 alors qu'on pourrait aller au bout d'un processus et de tout résoudre en même temps? Merci. Avis de la Commission, Monsieur le rapporteur. L'avis est en cohérence avec ce que nous avons vu tout à l'heure. Et donc, sur cet amendement de M. Rocca-Serra comme sur les autres, je me range à l'avis de la ministre. Madame la ministre. C'est le même argument que tout à l'heure, c'est la même proposition, donc c'est le même avis défavorable. Même si M. Camille de Rocca-Serra, comme M. Marcangeli, je ne mets en aucun cas en doute votre volonté d'y arriver, ça c'est certain. Mais je pense que gardons le projet tel qu'il est, et puis après le 13 avril, on avancera. Il faut rester plus optimiste, M. Camille de Rocca-Serra, plus optimiste. Merci, Madame la ministre. Monsieur Giacobbi. On va abréger, la ministre ayant tout dit, je me rallie évidemment à son avis. Alors, je mets aux voix le 6 de M. de Rocca-Serra. Avis négatif de la Commission et de Madame la ministre. Qui est pour? Qui est contre? Il est repoussé. Je mets aux voix l'amendement 2037, avis favorable 2037 du gouvernement, avis favorable de la Commission. Qui est pour? Qui est contre? Il est approuvé. Le 2038, deuxième rectifié, Madame la ministre, j'imagine que c'est la même chose. Il est défendu, Monsieur le Président, bien sûr. Monsieur de Rocca-Serra, si vous l'admettez, c'est également la même chose. On est toujours sur le même débat sur la date. Le 2088, c'est également le même type d'amendement. Le 2089, Monsieur de Rocca-Serra, là je crois qu'on est sur une autre... Oui. Écoutez, aujourd'hui, vous avez, et cette Assemblée l'a voté, d'ailleurs certains n'ont pas voté contre à l'époque, se sont simplement abstenus, c'est sur la prime majoritaire. Je vais prendre un seul exemple. Paul Giacobbi a une majorité régionale relative, avec 24 sièges, la majorité absolue de 26. Il a bénéficié, pour arriver à 24 sièges, de 9 sièges de majorité. 9 sièges, ce qui représente 18%. Lorsque le droit commun est à 25% des sièges de prime. S'il n'avait eu que 3 sièges, ce qui était l'exemple précédent, il aurait eu 18 sièges, alors que la majorité absolue est de 26. Bien sûr, on peut répondre, il aura gouverné avec tout le monde. Il aurait été obligé de composer avec toutes les minorités, voire peut-être avec notre grande minorité que j'ai présidée et que je préside encore.
Vous voyez bien que lorsqu'on cherche la gouvernabilité dans une région, lorsqu'on cherche les équilibres, et moi qui ai toujours défendu le principe de cette Ve République, c'est celle d'avoir des institutions claires et d'avoir des majorités claires qui permettent la gouvernabilité. Vous voyez que vous êtes en train, à travers une ordonnance qui devra prévoir quelle sera la prime majoritaire. Vous dites quelle sera la prime majoritaire. Combien de conseillers constitueront la prime? Je dis autant être clair. Soit vous êtes pour suivre une majorité de l'Assemblée de Corse qui, à mon avis, commet une erreur fondamentale, favorable à la balkanisation de la politique en Corse, qui sera une erreur fondamentale, destructrice pour la Corse, avec 3 sièges de prime à la majorité, certains voudraient y revenir, alors que vous avez introduit un nombre nouveau d'élus territoriaux à l'Assemblée de Corse de 63 au lieu de 51, et on resterait sur 3 sièges. Et vous êtes dans le non-dit, Madame la Ministre. Moi, je souhaite que ça soit dit. Merci, il faut une vraie prime de majorité pour maintenir la gouvernabilité, quelles que soient les majorités. Monsieur de Roccassera, c'est pour ça que je vous propose de respecter le temps de parole, parce que vous avez également, dans ces amendements qui donnent lieu à une discussion commune, le 2090, c'est sur les seuils de maintien. Nous avons 2 seuils, nous avons des seuils. Pourquoi revenir sur ces seuils? Je ne dis pas que je veux imiter le droit commun. Nous ne sommes pas sur le droit commun, mais nous sommes sur des seuils qui permettent de garantir, sauf à revenir sur n'importe qui fait une liste, n'importe qui aura un élu, et on est sur la balkanisation. Un seuil de 5% me paraît être responsable, c'est le seuil actuel, pour permettre la fusion, et un seuil de 7% pour garantir l'éligibilité. Ce n'est pas énorme, ça permet d'avoir vraiment de représentativité politique, sinon, où irons-nous? Et on va, vous et moi, se mettre d'accord pour que le 2091 rectifié participe de la même logique que nous avions évoquée sur les premiers amendements sur les dates. Vous êtes d'accord? On est d'accord. Alors, merci, Monsieur de Roccassera. Nous allons maintenant revenir à l'avis de la Commission et de Madame la Ministre sur les sous-amendements qui viennent d'être présentés. Comme sur les amendements et les sous-amendements précédents, je me range à l'avis de la ministre, mais si j'ai bien compris, sur ces sous-amendements qui relèvent de la même logique sur les dates ou des modifications de seuil, les modifications étant assez substantielles avec le texte du gouvernement, l'avis doit être défavorable. Madame la Ministre. Oui, sur le nombre de sièges, on a suivi les demandes. Le 13 avril, on commencera à discuter de cela. Mais franchement, on n'est pas dans la capacité de vous répondre aussi précisément. Là, alors, on irait beaucoup trop vite. Je laisse ce sujet à compter du 13 avril. Et moi, je vous demande de ne pas vous prononcer dessus parce qu'on n'est pas dans la capacité d'avoir une réponse construite, décrite et précise. Et donc, vous demandez, Madame la Ministre, un retrait ou défavorable. Un retrait. Monsieur de Roccassera, vous maintenez vos amendements? Je maintiens mes amendements parce que c'est la situation actuelle et nous allons voter en décembre prochain sur cette base. Et vous êtes en train de dire déjà, créer le trouble, puisqu'en décembre prochain, nous votons sur cette base. Vous n'allez pas transformer, je dirais, les modalités de l'élection de 2015, ou alors précisez-le-moi maintenant, parce que je croyais qu'on était en 2018. Ça veut dire avec une élection dont on ne sait pas d'ailleurs quand elle aura lieu en 2017, puisque le mandat, vous dites, expirera au 31 décembre. Moi, je ne sais pas si on va voter entre le 25 et le 31 décembre d'ailleurs, 2017. On va maintenant procéder au vote des sous-amendements. Je les examine les uns après les autres. 2087, avis défavorable de la Commission et du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Repoussé. 2088, avis défavorable de la Commission et du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Repoussé. 2089, avis défavorable de la Commission et du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Repoussé. 2090, défavorable, Commission, gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Repoussé. 2091 rectifié. Avis défavorable de la Commission et du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Repoussé. Amendement du gouvernement, le 2038, deuxième rectifié. Avis favorable de la Commission. Qui est pour? Qui est contre? Adopté. Je mets aux voix
l'article 13. Qui est pour? Qui est contre? Adopté. Article additionnel après l'article 13. Madame Alain.